Alors, bonjour Pierre, donc je suis ravi de t'accueillir pour ce premier numéro de Au fil de la discussion. L'idée c'est d'accueillir des personnalités pour débattre de l'actualité. Et quelle actualité aujourd'hui? Donc tu es membre de l'Union juive française pour la paix et évidemment tu connais bien la situation en Israël mais aussi à Gaza. Donc j'ai souhaité t'inviter pour qu'on ait un échange sur le conflit israélo-palestinien et puis ce qui se passe en ce moment à Gaza. Donc ma première question, parce que je pense que c'est toujours important de savoir d'où on parle, c'est que, voilà, qu'est-ce que c'est l'Union juive française pour la paix, comment est venu ton engagement un petit peu, et voilà, d'abord commencer par ça, peut-être se présenter. Donc l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, a été fondée en 1994, donc il y aura bientôt 30 ans. Au tout début, c'était sur un argument assez défensif, pas de crime en notre nom, donc sur le mode nous sommes des juifs propres sur nous, nous n'avons rien à voir avec les crimes de l'armée israélienne. Mais très rapidement, nous avons découvert les mots qu'il faut mettre, j'emploierai pas le mot conflit, sur la guerre qu'Israël mène contre le peuple palestinien. Et ces mots, c'est occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, suprémacisme. Et nous sommes aussi engagés en même temps sur un volet antiraciste. Nous combattons le racisme sous toutes ses formes, le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les musulmans, contre les Roms et bien sûr contre les Juifs, puisque nous avons une histoire personnelle qui est très souvent liée à l'antisémitisme. Nous sommes résolument antisionistes, pas bien que juifs, mais parce que juifs, parce que pour nous, le sionisme, c'est un crime contre les Palestiniens, mais c'est une injure majeure à notre histoire, à notre mémoire et à notre identité. Peut-être que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas très bien ce qu'on met derrière le mot sionisme. Est-ce que tu peux raconter d'où vient en fait Je vais d'abord juste finir de me présenter moi-même et parler de cette question qui est fondamentale. Personnellement, je suis issu d'une famille des parents juifs communistes venus en 1938 d'un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie, qui est partagé aujourd'hui entre Ukraine et Moldavie. Et mes parents ont été dans la résistance, dans la MOI, le bras armé des étrangers du Parti communiste. Ma mère, la famille de ma mère a été entièrement exterminée, probablement par les Roumains, parce que ce sont des disparus. Mon père était aussi dans la MOI, il est probablement le seul ou un des seuls survivants de la grande rafle de novembre 1943 qui a décimé le groupe Manouchian. Il a été arrêté et torturé par la police française, ne l'oublions jamais, livré à la Gestapo. Les nazis ne savaient pas que Stamboul est un nom juif, sa compagne de l'époque est morte à Auschwitz, mais lui a été déporté à Buchenwald, sinon je n'existerais pas. Alors sur le sionisme, qu'en dire? Le sionisme apparaît à la fin du XIXe siècle comme une réaction à l'antisémitisme qui est complètement hégémonique en Europe à cette période-là, mais c'est la pire des réponses. C'est-à-dire que dès le début, c'est une théorie de la séparation qui déclare que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Et on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient si on n'a pas dans la tête que pour le sionisme, on ne peut pas vivre avec les juifs et dans le pays d'origine et dans l'État juif que l'on va construire. Le sionisme n'a jamais combattu l'antisémitisme. Théodore Herzl, dès le début, considérait que l'antisémitisme était inéluctable. Il s'est appuyé sur tous les antisémites du monde entier en leur disant « Votre intérêt et le mien sont le même, c'est que les Juifs quittent l'Europe ». Les sionistes se sont appuyés sur la déclaration Balfour et l'Empire britannique, mais Balfour était un antisémite, un chrétien sioniste déjà à l'époque. Ces fameux chrétiens pour qui les Juifs doivent retourner en Terre Sainte, chasser le mal, c'est-à-dire les Arabes, puis se convertir à la vraie foi, sinon disparaître. Pour les antisémites, les Juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe. S'ils partaient en Asie, ils devenaient des colons européens en Asie. C'est le rôle que les sionistes ont eu. L'expropriation des Palestiniens de leur propre pays a commencé dès 1920. Le syndicat sioniste Histadrout a mené la première grève générale en 1921 sur le mode « boycotter les magasins arabes, acheter juifs ». On est 25 ans avant Auschwitz.
le mandat britannique a permis aux sionistes de créer leur État bien avant la création officielle de l'État d'Israël. Dès les années 1930, il y a un consensus dans les différents courants du sionisme sur le fait qu'il faudra, c'est le mot utilisé, transférer, on ne dit pas les Palestiniens, mais transférer les Arabes au-delà du Jourdain, ailleurs, en Irak et tout. Il y aura une grande révolte des Palestiniens en 1936. Les Palestiniens ont toujours été un peuple pluraliste. Il y a toujours eu en Palestine, aux côtés d'une majorité musulmane qui probablement est d'origine juive. Alors, parce que si on regarde l'histoire, les Palestiniens sont les descendants des Juliens de l'Antiquité. Et moi, qui n'ai jamais eu le type proche-oriental, je suis probablement descendant de Slaves, ou enfin de différents peuples qui se sont convertis au judaïsme. En tout cas, ils ont eu dès le début, les sionistes, l'idée qu'il fallait expulser ces Palestiniens. Les Palestiniens acceptaient toutes les religions. Dans la municipalité de Jérusalem, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Le premier assassinat politique que les sionistes font contre un juif, c'est Jacob de Hahn, en 1924, par les travaillistes, un juif palestinien qui allait protester à Londres contre la déclaration Balfour. Donc ils ont eu ce projet d'un État ethnique, d'un État où les Arabes n'avaient aucune place dès le départ. Du coup, pour toi, le 2018 et finalement le fait que maintenant ça soit un État juif Israël depuis 2018 et que ça soit assumé comme tel, c'est l'aboutissement du projet sioniste dans sa... Ça l'est depuis 1948, mais depuis 2018 c'est pire. Mais quand on regarde la déclaration d'indépendance de 1948, c'est la déclaration d'un État d'apartheid, puisqu'il est bien dit que c'est un État juif. Alors tous les gens qui disent « mais les Arabes votent », ils avaient expulsé de façon préméditée, il n'y a plus aucun débat historique là-dessus. Au moment de la Nakba de 1948, ils ont expulsé 90% des Palestiniens qui vivaient sur le futur territoire d'Israël. Ils pouvaient digérer les 10% restants et leur donner le droit de vote. Mais avant la guerre de 1948, les sionistes possèdent 8% de la terre. Après 1948, où ils vont violer délibérément la résolution de l'ONU 194 prévoyant le retour des réfugiés, où ils vont changer le nom des villages, interdire ce retour, raser les villages palestiniens, ils possèdent 92% de la terre et ils interdisent le retour des réfugiés. Donc Israël s'est créé sur un crime de guerre. On peut le tourner de tous les côtés. Ça a continué après. Les Palestiniens d'Israël, qui préfèrent s'appeler Palestiniens de 1948, ont vécu sous couvre-feu jusqu'en 1966. Il y a eu contre eux le massacre de Kafr-Qassem, des paysans qui rentraient de leurs champs, qui sont mitraillés par Magav, la police des frontières. Il y a eu l'insurrection de la Journée de la Terre en 1976. Et en 1967, et là encore l'histoire a tranché, Israël n'était pas menacé, la conquête était préméditée, je l'ai su dans ma propre famille, et ils vont conquérir l'ensemble de la Palestine historique, donc Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Si on s'arrête à ça, pour avancer un tout petit peu, par rapport à la situation actuelle, du coup on parle de colonisation à la fois en Cisjordanie. Est-ce que tu peux décrire ce processus de colonisation? Voilà, combien de colonies, combien de colons actuellement dans les colonies et qui pourtant normalement devraient être, d'après les résolutions de l'ONU, des territoires palestiniens, et ensuite continuer, poursuivre sur ce qu'on appelle la situation d'apartheid que vivent à la fois les Palestiniens en Cisjordanie, probablement les populations aussi, mais tu me le diras, arabes en Israël, et puis aussi la situation très particulière de ceux qui sont à Gaza. Le sionisme est un colonialisme de remplacement. Il est différent en cela de beaucoup de colonialismes, notamment je pense au colonialisme qu'il y a eu en Afrique, ou le colonialisme français ou le colonialisme britannique, dans la plupart des cas, exploitait de façon éhontée et meurtrière l'Africain et le privait de ses droits les plus élémentaires, mais ne visait pas à l'expulser. Le colonialisme sioniste, dès le début, a été un colonialisme de séparation et de remplacement. Et donc, quand il y a la conquête de 1967, très rapidement, et qu'on ne se trompe pas là-dessus, ce n'est pas l'extrême droite qui va entamer la colonisation, ce sont les travaillistes. C'est la direction travailliste qui, dès le début, annexe toute une partie de
tout l'est de Jérusalem dont ils ont décuplé la superficie. Dès le début, installent des colonies dans la vieille ville de Jérusalem, ce qu'ils appellent le quartier juif autour du mur de la Lamentation. Et dès le début, il va y avoir des colonies dans la vallée du Jourdain, à Beit Omar et tout. Mais ce colonialisme avait encore atteint des proportions réversibles au moment des accords d'Oslo. Au moment des accords d'Oslo, dont je l'ai expliqué que c'était une supercherie, il y a environ 160-170 000 colons. On en est maintenant entre 800 000 et 1 million. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 15% de la population juive israélienne vit au-delà de la ligne verte de la frontière internationalement reconnue. Ces colonies sont en partie des colonies de banlieusards parce que la loi israélienne donne des avantages énormes si on va vivre dans ces colonies. Et pour une moitié, c'est un courant totalement fou de Dieu et intégriste qui est arrivé là. Et du coup, je dois parler de la religion. Bon, je suis l'arrière-arrière-petit-fils du grand rabbin d'Odessa, mais ça ne s'est pas légué de génération en génération. J'étais dans une famille anti-religieuse, mais je sais quand même un certain nombre de choses sur la religion juive. Historiquement, la religion juive, qui est une religion messianique, n'était pas une religion territorialiste. C'est-à-dire que la Torah, on pouvait lire et s'éduquer dans la Torah partout. Il n'y avait pas besoin d'un territoire là-dessus. L'an prochain, Jérusalem, ça voulait dire mes pensées vont vers Jérusalem, comme les pensées des musulmans vont vers la Mecque. Le peuple élu, ça veut dire ceux qui ont plus de devoirs que les autres et pas ceux qui ont plus de droits. Donc derrière ce colonialisme qui a été initié par des athées ou par des agnostiques, Ben Gurion disait Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif. C'est focalisé maintenant un courant qui est devenu majoritaire en Israël, qui est un courant qu'on pourrait appeler national religieux, mais qui est un courant meurtrier, qui est un courant intégriste et qui est un courant qui a pris comme livre de chevet le livre de Josué, qui est la partie de la Bible hébraïque où Josué arrive dans toutes les villes, massacre les impies, mais il y en a encore trop, il va dans la ville d'à côté, il en massacre d'autres. C'est les fameuses trompettes de Jéricho. Alors cet épisode n'a pas la moindre véracité historique. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre religieux, mais c'est devenu le livre de chevet des colons, au nom duquel il justifie de jeter tous les Palestiniens dehors. Et il ne fait aucun doute que le projet actuel, c'est de terminer la guerre en expulsant toute la population de Cisjordanie, peut-être à l'exception de grands centres urbains, et d'expulser une bonne partie de la population de Gaza. Le sionisme a fragmenté la Palestine. Les Palestiniens, d'abord, il y en a maintenant 7 millions qui vivent hors de Palestine, entre le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est énorme. Sur les 14 millions d'habitants qu'il y a entre Méditerranée et Jourdain, 50% sont palestiniens. Mais ils sont divisés en un nombre incroyable de statuts différents, parce que la fragmentation, elle fait partie du colonialisme, la division et le fait de ne pas donner. Donc il y a les Palestiniens de 48, ceux d'Israël, qui sont un peu moins de 2 millions, et qui se sont révoltés aussi à plusieurs reprises, notamment récemment. Les Israéliens se sont aperçus que beaucoup de leurs pharmaciens, du personnel dans les EHPAD étaient palestiniens. Mais les Palestiniens de 48, qui étaient majoritairement des paysans, la plupart de leurs terres ont été volées. 92% du territoire leur est interdit. Et la plupart il y a très peu de villes mixtes. Et dans les villes mixtes, ils n'ont pas le droit de construire en hauteur. Donc si les familles s'agrandissent, ils doivent partir. Et donc ils sont concentrés dans quelques endroits, notamment il y a la grande ville de Umm-el-Fam qui est coincée sur la ligne verte. Mais même dans des villes comme Nazareth, qui sont des villes palestiniennes, les Israéliens ont construit pour les immigrants russes notamment une ville à côté. Et par rapport à la situation d'apartheid, parce que ça a été tout un débat au début de l'année à l'Assemblée nationale, moi j'ai reçu en fait des Palestiniens, enfin une Palestinienne qui m'a très bien expliqué la situation d'apartheid par rapport à l'accès aux soins, parce que c'est quoi l'apartheid? C'est finalement une inégalité en fait entre deux types de citoyens. Et comment est-ce que tu peux nous décrire en gros ce qu'elle expliquait assez bien sur l'accès aux soins, c'est qu'un citoyen israélien pouvait accéder directement aux soins, alors qu'un citoyen palestinien, comme il faut qu'il y demande un certain nombre de laissez-passer, etc.
Voilà. Si tu n'as pas fait l'armée, tu as toute une série de choses qui te sont interdites. Alors déjà sur l'apartheid, il y a apartheid de partout. Je pense qu'il est déjà scandaleux qu'on croit Amnesty International quand ils disent qu'il y a eu des crimes de guerre commis ça et là, et que quand ils disent qu'Israël est un état d'apartheid, brusquement, ça devient de dangereux islamo-gauchistes. Donc Amnesty International, on trouve même, nous, qu'ils ont tardé à reconnaître qu'Israël était un état d'apartheid, ce qui pour moi était une évidence, et l'est encore plus depuis le vote de la loi Israël État-nation du peuple juif en 2018. Dans les territoires occupés, l'apartheid crève les yeux. Je dis toujours à ceux qui ont le moindre doute sur ce mot, je dis allez passer un quart d'heure à Hébron. Hébron, on y rentre pas trop difficilement. Vous arrivez à Jérusalem, vous allez à la porte de Damas, vous prenez le bus, vous êtes à Hébron. Allez passer un quart d'heure à Hébron et venez me dire s'il n'y a pas apartheid, alors que vous avez les colons qui sont au cœur de la ville qui a été totalement ruinée. Il y a un grillage, ils jettent leurs poubelles, leurs excréments sur la rue palestinienne. La plupart des magasins sont fermés. Ils éduquent leurs enfants à caillasser les enfants palestiniens qui vont à l'école. Moi, les quelques jours que j'ai passés à Hébron, je faisais matin et soir la protection des enfants allant à l'école. Et j'ai eu quelques confrontations avec les colons qui sont extrêmement agressifs. Et ils font ça avec la protection de l'armée. Et je veux dire, ça, vous êtes en plein dans la définition internationale de l'apartheid. Donc quand je dis la Palestine a été fragmentée, il y a les Palestiniens de 1948, déjà plus de 50% des Palestiniens d'Israël vivent sous le seuil de pauvreté, contre 10 à 15% des Juifs israéliens. C'est un hasard, c'est une coïncidence, c'est d'accord. Donc on comprend bien qu'il y a un apartheid sur le logement, il y a un apartheid sur la propriété de la terre, il y a un apartheid sur le droit à l'emploi, il y a une série invraisemblable de métiers qui leur sont interdits, tous les métiers qui sont liés à l'énergie, à la sécurité, etc. Après, dans la fragmentation de la Palestine, il y a Jérusalem-Est qui a un statut tout à fait à part, ils ont le statut de résident, mais ils n'ont pas la nationalité ni le droit de vote. Alors le statut de résident leur permet d'avoir la plaque d'immatriculation des voitures la même qu'Israël et de pouvoir un peu voyager. Pour le reste, il y a une tentative depuis 50 ans des Israéliens de devenir majoritaires à Jérusalem-Est. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Dans Jérusalem-Est, il y a 220 000 colons et 350 000 Palestiniens. Mais il y a des quartiers qui sont attaqués sans arrêt. Sheikh Jarrah, Silwan, les plus connus. À Silwan, les Israéliens ont déclaré que le roi David avait vécu là. Le roi David, en histoire, si vous voulez faire une thèse d'histoire sur le roi David, c'est pas la peine, c'est de la légende, il n'y a rien sur lui. Mais donc ils ont créé le musée du roi David, le parc du roi David, un téléphérique, et il y a déjà des centaines de Palestiniens qui ont été expulsés de Silwan. Les enfants rentrent de l'école, la maison est barricadée, il y a un colon à l'intérieur. Ça, c'est le statut de Jérusalem, actuellement, avec des luttes très importantes de résistance, de ne pas partir, parce que tous les moyens sont pris pour priver un habitant de Jérusalem de son statut de résident. Un des plus célèbres qui a subi ça, c'est Salah Hamouri, qu'on a reçu à Marseille, qui a été expulsé en France. Juste pour avancer sur maintenant sur la situation après le 7 octobre. Donc il y a eu l'attaque du Hamas du 7 octobre, qui a effectivement marque un tournant, en fait, y compris dans ce qui peut se passer en Israël. Comment toi, tu l'as vécu? Alors, tu étais au Caire à ce moment-là. Et ensuite, est-ce que tu peux nous décrire la situation à Gaza? C'est-à-dire que là, on est dans une situation réellement d'épuration ethnique. Plus que ça, même. Voilà, donc tu vas nous décrire ça, avec plus de 3000 morts en très peu de temps. On est largement au-delà de 3000. Et le risque et la menace d'une intervention en réalité de l'armée dans les territoires de Gaza. Donc est-ce que tu peux nous décrire cette situation post-7 octobre? Alors effectivement, nous on était partis au Caire, d'ailleurs avec un député de ton groupe. C'était un projet qui datait de très longtemps. Discuté, ouais. Et puis finalement on est parti à 7. Et on avait l'autorisation française d'aller à Gaza via l'Égypte, ça a été certainement une bataille très rude à l'intérieur de la diplomatie française, mais on l'avait. On pensait que l'autorisation égyptienne allait de soi. S'il n'y avait pas eu la guerre, je ne sais pas combien de temps il aurait fallu attendre, mais avec la guerre, évidemment, les choses se sont arrêtées. Il faut comprendre que
les Palestiniens, dans cette guerre-là, il y a un occupant, il y a un occupé, il y a un oppresseur, un opprimé, il y a un colonisateur, il y a un colonisé. Je ne mettrai jamais sur le même plan les deux. Au moment de l'attaque, il y a eu une espèce de soulagement à Gaza. Il faut comprendre, Gaza vit sous blocus depuis 17 ans. À Gaza, parce que les Israéliens ont pompé l'eau de façon totalement illégale au regard du droit international, il y a 150 puits sur la frontière, il y a toute la nappe phréatique qui est captée. 97% de l'eau qui arrive par la nappe phréatique est impropre à la consommation. À Gaza, il y a 8 heures d'électricité. Gaza, c'est un marché captif, c'est-à-dire que les Gazaouis ne peuvent pas importer ni exporter, et donc ils consomment majoritairement tous les produits dont Israël ne veut pas, et souvent des produits de très mauvaise qualité. Par exemple, pour les paysans que l'UJFP soutient activement depuis maintenant 7 ans, quand ils prennent des pesticides, on est en train de tout faire pour qu'ils n'en prennent plus. Ils prennent des pesticides interdits en Israël. Israël déverse ces produits interdits. Israël répand des herbicides sur les cultures. En 10 ans, on en est au 7 ou 8e bombardement massif, mais c'est le plus grave sur Gaza. Quand il y a eu les marches du retour pacifiquement, la population est venue complètement à découvert, sans armes et tout, devant ce qu'ils appellent pudiquement leur barrière de séparation, mais qui est un mur de haute technologie avec des tortueuses. Et les soldats israéliens ont fait un carton sur la population, 350 morts, 8000 estropiés lors de ces marches du retour. Donc ils sont dans une situation d'étranglement, d'étouffement. En même temps, c'est une population hautement éduquée. Il n'y a pas d'illettrisme à Gaza, il y a 35% d'illettrés en Égypte. Il y a 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année, tous au chômage. Et Gaza survit parce que cette population hautement éduquée, les gens au chômage, mettent leurs compétences au service de la population pour que la société ne s'écroule pas. Et nous, on aide particulièrement ce truc-là. Et donc, cette population complètement étranglée, ils ont été complètement surpris. Dans les informations que j'ai, 3 ou 4 personnes étaient au courant de l'attaque. Personne n'était au courant. Apparemment, ceux qui l'ont mené ont tenu compte des échecs passés et ils n'ont pas utilisé leur téléphone. Ils ont éloigné toute personne susceptible d'être un espion. Comment on devient un espion à Gaza, il faut quand même en parler. Je sors une anecdote d'un pêcheur. Les pêcheurs ont eu 35 morts et 250 bateaux confisqués en une dizaine d'années. Un pêcheur a raisonné à 3 km des côtes et emmené à Ashdod. Son bateau pulvérisé, bien sûr, est interrogé par les services secrets israéliens qui lui disent ta mère a un cancer, tu sais qu'on interdit les médicaments anticancéreux à Gaza, mais si tu travailles pour nous, elle sera soignée. Et c'est comme ça qu'on devient espion à Gaza. Il faut aussi avoir en tête cette réalité. Donc apparemment, ceux qui ont réalisé ça, ils ont pris leurs précautions. Et puis surtout, et c'est ça surtout qui fait peur à Israël, des hackers ont paralysé pendant 3 heures la totalité du service informatique de l'armée. C'est-à-dire que quand ils ont attaqué la barrière, qui a une très haute technologie, qui a des tortueuses télécommandées et tout, il n'y a pas eu de résistance, ils ont découpé la barrière et ils sont rentrés, et personne ne s'y attendait de l'autre côté. Alors, je dois le dire, ça a été une explosion de joie à Gaza. Enfin, nous sommes autre chose que des victimes. Après, le reste, ils l'ont découvert après. Mais je ne sais pas comment dire. Ils ont eu une réaction que n'importe quel peuple complètement étouffé, complètement étranglé, aurait. Et puis, immédiatement, ce qui se passe après, quand Israël retrouve ses esprits, sa force militaire, je vais employer les mots de mes amis gazaouis. Je vais utiliser le mot de pogrom. Chez un juif, c'est terrible. Mes 2 grands-mères, maternelle et paternelle, ont été des survivantes du pogrom de Kishinev en 1903. En Cisjordanie, il y a eu des pogroms. Le mot génocide, évidemment, comme nous on a subi ça, j'hésite. Mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, ça commence à ressembler à un génocide. Les images qu'on reçoit, c'est des quartiers entiers qui sont pulvérisés. Tous nos amis, il n'y en a pas un seul qui n'a pas des morts et en quantité dans sa famille.
Myriam Aboudaka, qui a été arrêtée à Marseille, elle a 30 morts dans sa famille. Notre correspondant à Gaza, celui grâce à qui tous les projets avec les paysans étaient possibles, il a déjà 3 morts. Le Mokhtar de Rouza, là où on a construit le château d'eau et la pépinière solidaire, il a déjà 2 de ses fils qui sont morts. Mais il n'y a pas une seule personne dans Gaza qui n'a pas des proches. Il y a actuellement des centaines de milliers de personnes qui ne savent pas où aller. Dans la maison de notre correspondant à Gaza, lui, il est coincé au Caire, il était venu nous rejoindre, il ne peut pas rentrer actuellement. Il y a plus de 100 personnes qui sont là, les femmes et les enfants sont dans des chambres entassées, les hommes dorment dehors, mais il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau. Donc ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire affamer, assoiffer, faire que des gens ne sont plus... Il y a 7 hôpitaux qui ont été bombardés. Donc le fameux hôpital Baptiste, où il y a probablement plusieurs centaines de morts. Ils ont bombardé hier une Il y a église. toujours un débat, alors... Oui, non, pour moi, il n'y a pas de débat. Débat je veux dire que je m'excuse, comme fils issu de cette histoire de la résistance. Les nazis, ils avaient un ministère de la propagande qui savait exactement tordre les faits et ils savaient ce qu'ils faisaient. Et en Israël, je suis désolé, ils ont imité ces méthodes-là, ce qui, moi, dans mon histoire juive, pour moi, est une honte absolue. Je veux dire, la journaliste Chirine, c'est presque comme si elle s'était pas tiré une balle dans la tête, et l'église de 2000 ans d'âge qui a été pulvérisée, où il y avait des réfugiés, c'est bien sûr parce qu'il y avait des dépôts d'armes du Hamas, mais ils vont continuer. Ils vont tuer tout le monde, puisque tout le monde est résistant à Gaza. Il faut quand même comprendre que à la minute où Israël a attaqué, toutes les factions politiques, qui d'habitude sont très violentes les unes contre les autres. Moi, quand j'étais à Gaza, j'ai entendu les pires critiques contre le Hamas, des critiques sur son autoritarisme, sur sa façon de gérer la société, sur sa corruption et tout. À la minute de l'invasion, toutes les factions politiques se sont réunies. Oui, j'appellerais pas ça des otages, les prisonniers qu'ils ont, parce que comment on se protège à Gaza, les prisonniers qu'ils ont été répartis dans tous les partis politiques, et ils l'ont accepté, y compris le Fatah, y compris la gauche. Je veux dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas une guerre d'Israël contre le Hamas, c'est une guerre de destruction d'Israël contre le peuple palestinien. Quand j'étais à Gaza en 2016, un ami, chez qui on mangeait, nous avait sorti une histoire à laquelle je ne croyais pas, que le projet américano-israélien était d'expulser les Gazaouis dans le Sinaï, d'appeler ça un État palestinien, d'annexer l'essentiel de la Cisjordanie. Je me dis, bon, c'est l'opinion d'un camarade, mais... Puis, 3 mois après, Trump est élu. 6 mois après, il y a le plan Kouchner qui dit ça. Il y a 4 jours, Ayalon, un des conseillers de Netanyahou, dit ça. Et ce qui est bien à l'œuvre, c'est ceci. C'est-à-dire qu'on arrête avec les histoires de terrorisme, de méchants et tout. Ce qui est à l'œuvre, c'est une espèce de génocide. Mes amis parlent d'Hiroshima quand ils parlent de l'état actuellement de Gaza. Et quand vous voyez des images, c'est terrible. 60% des morts actuellement sont des femmes, des enfants, des vieillards. Et donc évidemment des grands terroristes, comme tout le monde sait. Et ce qui est à l'œuvre, c'est détruire complètement une société pour qu'elle ne puisse pas se reconstruire et obtenir son départ. C'est ça qui est à l'œuvre. Tout le reste, c'est du pipeau. Et je veux dire que la résistance à Gaza, elle est totalement multiforme. Et je le répète, Gaza est une société incroyablement pluraliste où on entend toutes les opinions, où il y a des marxistes, des non-croyants, tout ce qu'on veut. Et juste un point avant de revenir peut-être plutôt en France et comment tu vois la situation française. Un dernier point sur ce qui se passe peut-être en Cisjordanie. C'est-à-dire que là, évidemment, on les voit bien, ils veulent peut-être rentrer dans Gaza. Je crois que beaucoup de gens maintenant prennent conscience qu'un des projets du gouvernement israélien, c'est de profiter, en fait, c'est terrible, des attaques du Hamas pour ensuite en finir avec la spécificité de Gaza. Mais quand même, il y a de la Cisjordanie. Bien sûr. C'est une situation différente. Est-ce que, voilà, comment tu vois le lien avec la Cisjordanie? Alors d'abord, il n'est pas sûr qu'ils rentrent dans Gaza parce qu'ils savent que s'ils rentrent dans Gaza, ça va être pour eux absolument terrible en termes de pertes humaines. Donc ils hésitent. Ils hésitent. Et je veux dire, là, en 2014, ils avaient occupé pendant 50 jours 40% de la bande de Gaza. Les 10 morts qu'ils ont eus, c'était dans Choujaïa. Les tankistes ont été encerclés parce que dans des quartiers très urbanisés, il y a des tunnels et ils ont été pris à revers.
Et il y avait la directive Hannibal de l'armée israélienne de tuer tout le monde. Donc les 10 Israéliens, militaires israéliens qui sont morts en 2014, c'est leur propre armée qui les a rectifiés en tuant tout le monde autour. Mais ils savent que c'est quelque chose de ce genre qui va se passer s'ils rentrent dans Gaza, qu'ils auront énormément de morts, énormément de prisonniers, et je suis loin d'être sûr qu'ils vont le faire. Même si on a quand même d'authentiques fascistes, j'en parle en tant que juif, le fascisme qu'il y a à la tête d'Israël aujourd'hui, d'abord, il remonte à loin. Il remonte à avant la Deuxième Guerre mondiale. Jabotinsky, leur inspirateur, était un fasciste. Il entraînait ses milices, le Bétard, dans l'Italie de Mussolini. Et aujourd'hui, on voit ce que c'est. C'est une tradition d'extrême droite, évidemment. C'est plus qu'une tradition d'extrême droite. Yitzhak Shamir, qui dirigeait le groupe Stern, non seulement il assassinait à tour de bras des Palestiniens, mais il assassinait des soldats britanniques en pleine guerre de 40. Et il a envoyé des émissaires à l'Italie fasciste et à l'Allemagne nazie. Donc ces gens-là... Donc tu penses que, voilà, revenons à la Cisjordanie. Je reviens, mais c'était pour dire un peu d'où ils venaient ces gens-là. En Cisjordanie, on a la chance, aujourd'hui on a un ami qui est dans un petit village de Cisjordanie. Il était allé avant le début de la guerre et on a des informations tous les jours. Il y a d'abord eu pratiquement 250 morts depuis le début de l'année, avant l'attaque du 7 octobre. Avec une majorité de jeunes, d'enfants. Et systématiquement, par exemple en Cisjordanie, il y a des mouvements de jeunes qui savent que c'est sans espoir, donc qui prennent les armes, ils n'en ont pratiquement pas, mais qui sont décidés à... Autant qu'ils sont indépendants de tous les partis. Et systématiquement, quand ils sont repérés, Israël tue, et tue donc des très jeunes hommes qui avaient juste l'idée que... J'ai envie de dire, je citerai mon père du groupe Manoukian, pourtant devenu réactionnaire à la fin de sa vie, qui m'avait dit, peu avant sa mort, tu sais, on savait que si on ne combattait pas, on était condamné à mort, et si on combattait, on était aussi condamné à mort. Alors on a choisi de combattre. Je crois que la philosophie de la Tanière des Lions et des autres groupes qu'on a en Cisjordanie, c'est celle-là. Donc il y a eu énormément de morts en Cisjordanie, et là, ça canarde de tous les côtés, quoi. Depuis le 7 octobre, on a plus de 40 morts en Cisjordanie, avec le fait que l'autorité palestinienne reste incroyablement complice de l'occupant. À Jenin, mais ça avait été signé dans les accords d'Oslo, que la seule chose qui a été signée, c'est que l'occupé assure la sécurité de l'occupant. À Jenin, il y a eu une manifestation, elle a été réprimée par l'autorité palestinienne. Alors, mais ils ont... L'écho que j'ai de mon ami qui est en Cisjordanie, ils ont Al Jazeera en direct. Donc eux, ils n'ont pas les nouvelles qu'on a en France, ils ont les vraies nouvelles de ce qui se passe de Gaza. Donc l'émotion est plus qu'intense, quoi. Et alors du coup, quand on est dans une situation comme ça, quand même aussi déséquilibrée, c'est-à-dire qu'on a quand même une armée extrêmement puissante, face à ça, c'est David contre Goliath, une résistance qui est embryonnaire. La solidarité internationale est extrêmement importante. Ça me rappelle les mobilisations qu'on a pu avoir contre la guerre en Irak, notamment quand il y a eu la guerre de Bush, et ce formidable mouvement anti-guerre qu'il y a eu à l'époque, qui a été extrêmement puissant, qui n'a pas empêché la guerre, mais qui a quand même percuté, je pense, les États-Unis. Comment tu vois la solidarité internationale en ce moment, et la situation en France en particulier, et les conséquences que ça a dans la situation française, qui est une situation où le racisme est exacerbé, une situation aussi où la France a été percutée par les attentats terroristes à plusieurs reprises, qui alimente, et moi j'en ai souvent parlé, c'est-à-dire que ça alimente la peur, et la peur alimente la répression, alimente qu'on met des gens en prison, et puis ça alimente aussi la radicalisation avec des loups solitaires qui refont du terrorisme, qui réalimentent la peur, voilà. Et donc comment dans cette situation-là, qui est différente, qui a changé à partir de 2001 aussi, faut avouer que dans le climat mondial a été percuté par 2001 et les différentes guerres ensuite qui ont suivi 2001. Comment tu vois ça dans la situation française? Je vais un peu répondre comme ce que nous disent les Palestiniens. Souvent, j'ai entendu ça aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza. Et ils nous disent, dans cette guerre, il y a deux axes fondamentaux qui sont, pour nous, Palestiniens, que notre société ne soit pas détruite comme l'a été la société des Amérindiens ou des Aborigènes, que nous puissions continuer à faire société. Et je dis pour l'instant, même à Gaza,
dans les conditions les plus extrêmes, ils y arrivent. On fait la fête à Gaza, on étudie, on se marie, c'est terrible, c'est des situations très difficiles, il y a des douleurs incessantes, mais voilà, il faut regarder le film Yalla Gaza de Roland Nurier, qui est passé aux Variétés, dans le César, et qui va repasser, il sort officiellement le 9 novembre, mais on voit les images de Gaza, d'une société qui, dans des conditions totalement anormales, reste une société vivante. Donc, que eux puissent continuer, dans toutes les parties de la Palestine éclatée, à faire société, c'est fondamental, et une des actions de la solidarité, c'est de les aider à ça. Et le deuxième front, c'est ici. C'est ici, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que une des culpabilités fondamentales au crime contre l'humanité qui est en train de se faire, c'est nous, c'est l'Occident. C'est-à-dire que ce sont des décennies et des décennies d'impunité et de complicité qui font que les barrières morales se sont écroulées en Israël. Et les premiers qui nous le disent, ce sont nos camarades anticolonialistes israéliens. Et qui, eux, ne parlent pas des morts israéliens, ils disent « nous avons des morts dans nos proches ». Mais la responsabilité, c'est celle de Netanyahou et c'est celle de ses complices en Occident. Et ils le disent très profondément. Et lisez Gideon Levy, lisez Amir Haas, lisez Ilan Pappé, lisez Nourit Pellet, c'est ça qu'ils nous disent. La responsabilité, elle est en Occident. J'évacue tout de suite une chose. Ce n'est pas parce que l'Europe et le monde occidental se sentiraient coupables vis-à-vis des Juifs qu'ils soutiennent Israël. S'ils s'étaient sentis coupables, ils auraient dit aux Juifs en 1945, les Juifs, on a déconné, maintenant on vous assure l'égalité des droits, mais ce qu'ils leur ont dit, c'est maintenant vous avez un pays, vous partez quand vous voulez. C'est-à-dire que l'Europe et l'Occident se sont débarrassés de leur responsabilité évidente dans un crime majeur de l'histoire, qui était l'antijudaïsme chrétien, l'antisémitisme racial et le génocide nazi, sur le dos du peuple palestinien qui n'avait rien à voir avec ça. Pourquoi ils soutiennent Israël? Parce que c'est leur État. Parce qu'aujourd'hui, Israël est devenu un morceau totalement indispensable à la domination de l'Occident sur le Proche-Orient, au même titre que les États féodaux du Golfe, avec qui d'ailleurs, puisqu'ils appartiennent au même monde, ils sont en train de s'entendre, c'est les accords d'Abraham, parce qu'Israël est devenu un laboratoire de tout ce qui est la répression, l'enfermement des populations dangereuses, la fabrication d'armes ultra sophistiquées, etc. Et par ailleurs, peut-être que, c'est à mentionner, mais une des ressources stratégiques dans le monde, ça reste le pétrole et le gaz. Et donc, il faut avoir le Proche-Orient. Voilà. Et donc, le Proche-Orient. Et pour toi, pour tenir le Proche-Orient, il faut Israël et l'Arabie Saoudite. Voilà, ça c'est clair et net. Et peut-être d'ailleurs, une des raisons de l'attaque du 7 octobre, c'était, ils y sont arrivés, d'interrompre les négociations qui avaient lieu entre Israël et l'Arabie Saoudite pour une normalisation. La normalisation de l'acide qui a dissous Jamal Khashoggi. Mais donc ça, c'est la raison. Alors, après, ce qui se passe en France, c'est quand même terrible. C'est-à-dire, quand tu vas en Palestine, les gens, ils ont un souvenir ému de Gaulle, qui n'est pas ma tasse de thé, mais ils ont un souvenir ému. Ils ont un souvenir ému de Jacques Chirac quand il visitait Jérusalem-Est et qu'il essayait de se débarrasser des soldats israéliens qui l'entouraient de trop près. Et puis après, pour eux, c'est la catastrophe. La catastrophe, elle a commencé avec Sarkozy, elle a continué avec Hollande qui organise un bal de soutien à l'armée israélienne pendant le massacre de 2014, avec Valls qui disait « Ma femme étant juive, je suis indissolublement lié à la sécurité d'Israël », donc j'apprends que c'est sexuellement transmissible, je ne savais pas, il a divorcé depuis. Et puis ça s'est aggravé encore plus avec Macron, qui sort des énormités du genre que l'antisionisme est l'antichambre de l'antisémitisme, donc en plus il est analphabète sur cette question-là, il ne sait absolument pas de quoi il parle, et avec Darmanin. Mais moi je dirais, le fait que la France est en train de virer vers l'illibéralisme, pour reprendre des mots qui sont appliqués d'habitude à la Hongrie de Viktor Orban ou à la Turquie de Recep Erdogan, c'est-à-dire qu'un certain nombre de libertés fondamentales sont en train d'être allègrement violées. Alors, il y a eu la répression absolument épouvantable contre les Gilets jaunes, il y a eu au moment du mouvement contre la casse des retraites, les manifestations nassées, les syndicalistes arrêtés. Mais là, ça prend une tournure beaucoup plus grave encore, si j'ose dire.
Il y a eu, j'oubliais évidemment, le traitement qui est fait aux migrants, le traitement qui est fait sur les violences policières, où évidemment on n'en parle pas, le fait que les assassins de Zineb Redouane à Marseille n'aient jamais été inquiétés. Mais sur la question de la Palestine, ça prend une tournure encore beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur dise du jour au lendemain toutes les manifestations pour la Palestine sont interdites, alors que bien évidemment le gouvernement en tête et beaucoup d'élus municipaux en tête sont allés manifester avec le CRIF pour soutenir un régime suprémaciste et d'extrême droite et un régime raciste, c'est quand même un pas qualitatif incroyable. Alors moi je ne suis pas surpris, parce qu'antisioniste, je ne suis pas surpris que c'est le soutien au sionisme qui amène à ces privations de liberté. Et ça veut dire que, pour ceux qui n'en étaient pas persuadés, le soutien à la Palestine, au droit du peuple palestinien, qui ne demande qu'une seule chose, que le droit international lui soit appliqué, c'est pas une grandeur d'âme, c'est pas un supplément d'âme, c'est une nécessité absolue, y compris pour lutter pour nos propres libertés. Alors ça a pris une allure incroyable, les interdictions de manifestation, heureusement, le Conseil d'État s'en est un peu ému, donc maintenant certaines sont permises, d'autres sont autorisées. D'ailleurs, il y aura une manifestation dimanche. Et il y aura une grande manifestation à laquelle évidemment tout le monde est convié dimanche à Marseille et à Paris et dans la plupart des villes de France. Mais voilà, je veux dire qu'aujourd'hui, contrer ça, c'est absolument indispensable. Se débarrasser de tous ceux qui osent prétendre que soutenir la Palestine, c'est être antisémite, c'est une injure à ce que sont les Palestiniens. Je veux dire, j'étais à Gaza, je me suis présenté partout comme Union juive française pour la paix, et les gens répondaient nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs. J'ai rencontré tous les partis politiques à Gaza, il n'y en a pas un seul qui avait une réaction différente. Les Palestiniens, ils ont toujours vécu avec les Juifs. Par ailleurs, parce que c'est une des arguments qu'on m'a opposé. Hein. Moi, à un moment donné, on m'a dit est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de la manifestation à Marseille? Moi, j'ai expliqué que j'étais contre cette interdiction, évidemment, parce que de toute façon, il y avait une manifestation suite à l'attaque et le CRIF l'avait organisée à Paris. Sans la déclarer. Sans la déclarer, mais bon, voilà. Il y a eu certains qui ont été à cette manifestation pour dire leur solidarité avec le peuple israélien. Certains ne soutenaient pas le CRIF, ils sont quand même allés parce que il y avait une solidarité avec le peuple. Ne pas savoir ce qu'est le CRIF aujourd'hui. Oui. Et c'était quand même inacceptable qu'il n'y ait pas d'autorisation pour manifester pour les Palestiniens. Et en plus, certains disent, et ça c'est l'argument que moi on m'a rétorqué, oui, mais dans ces manifestations, il peut y avoir des propos antisémites. Alors ça, moi, ce que je dis, laisse-moi finir, juste ce que je dis, c'est qu'il y aura toujours de l'antisémitisme en France, et il peut en avoir dans toutes les populations. Mais la meilleure façon de le combattre, c'est de pouvoir débattre. Moi, j'ai été pendant longtemps, j'ai milité pour le boycott des produits donc israéliens qui étaient produits dans les terres palestiniennes. Hein, c'est toute la campagne boycott des investissements sanctions. Et c'est quand on fait ce travail-là et qu'on discute avec les gens, on peut, y compris expliquer à ceux qui sont antisémites qu'ils ont tort, que le problème c'est le sionisme et c'est pas les juifs. Voilà. Et ça, ce travail-là, on ne peut plus le faire si on n'a pas le droit de manifester, si on n'a pas le droit de faire ces distinctions-là. Et du coup, moi, je pense que empêcher les manifestations, empêcher l'expression, empêcher le travail, la discussion, parce qu'ils voulaient quand même interdire d'être contre le sionisme. C'était ça, quand même, si on a une discussion, c'est qu'il y a des députés qui proposent que ça soit comme du racisme. Alors, et faire cette confusion-là, pour moi, en tout cas, ça alimente l'antisémitisme en réaction à ça. Et ça, voilà. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important et je suis complètement d'accord avec toi. En termes de perte de liberté, là, on l'avait vu avec les réformes des retraites à Marseille. Je prends quelques minutes pour ça, mais on a eu quand même des jeunes qui se sont retrouvés en garde à vue, qui se sont trouvés ensuite inculpés, alors qu'on sait que les témoignages qui faisaient état, soi-disant, de violence sur les policiers étaient faux. Ils se sont retrouvés inculpés. Et là, j'ai encore eu hier, j'étais en garde à vue pour des Palestiniens qui sont de nationalité française, 3 d'entre elles, et qui ont manifesté, hein, voilà, et du coup qui se sont retrouvés en garde à vue parce qu'elles étaient à la manifestation de solidarité avec la Palestine, dans des conditions déplorables, hein, pas d'eau. Toutes les gardes, on en a eu 3 de l'UJF voilà, en garde à vue. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en plus, moi je travaille sur la police avec les acteurs locaux, et ils sont débordés. Ils ont d'autres chats à fouetter
que de prendre des manifestants, les mener en garde à vue, alors qu'ils doivent garder d'autres personnes qui peuvent être des fois dangereuses en garde à vue. Et dans des... Voilà, enfin, pourquoi faire ça, en fait? Ça ne sert à rien. Des gens pacifistes. Voilà. Et je pense qu'effectivement, on est dans une pente extrêmement glissante. C'est très dur de tenir la ligne et de se battre contre tout ça. Et voilà. Et donc la conclusion que moi je voulais un peu t'amener, parce que ça fait quand même pas mal maintenant de temps qu'on débat tous les deux, c'est bon, la solidarité, on va l'organiser, on va essayer d'être nombreux dans la rue. Je pense que peut-être en France ça va être plus difficile, mais j'ai vu les manifestations en Angleterre, en Espagne, la mobilisation est très forte. Aux États-Unis. J'espère qu'elle deviendra aussi extrêmement forte donc en France. La question aussi, c'est quelle solution? Je vais juste quand même qu'on en dise un mot. Il y a une solution qui était la solution de l'ONU, qui est de dire, donc finalement, la solution à 2 États, avec un État palestinien, un État israélien. Il y a finalement la solution qui a eu là ailleurs où il y avait un apartheid, c'était en Afrique du Sud, où finalement c'était un seul État, et la démocratie a régulé ça, un État où l'ensemble des gens se retrouvent. Ça ne veut pas dire que la situation d'apartheid d'ailleurs a complètement disparu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que moi j'aimerais bien redonner un peu espoir aux gens, c'est-à-dire de dire que ce conflit, on va peut-être pouvoir en sortir. Et comment on peut en sortir? Parce que là où moi j'ai une critique sur le Hamas, notamment, indépendamment de la qualification des actes, bon, moi j'ai dit que c'était terroriste, d'autres peuvent ne pas être d'accord. Mais un des problèmes qu'on a avec le Hamas tel qu'il pose comme projet politique, la disparition d'Israël. Et moi je pense, et ça je voudrais qu'on aille jusqu'au bout de la discussion, je pense que même si c'était un État colonial, même si les Juifs ont été des colons, une fois qu'ils sont là, 60 ans, 70 ans, il va falloir que les deux peuples réapprennent à vivre ensemble. Ce qui nécessite l'égalité, la fin de l'apartheid, la fin de la colonisation. Mais comment on réapprend à vivre ensemble dans un moment comme ça? Il y a bien des tas d'autres situations dans l'histoire où on a appris à vivre ensemble. Ils revivent ensemble à Sarajevo, ils revivent ensemble en Afrique du Sud. Il y a des Français qui ont continué à vivre pendant longtemps en Algérie. Et qui vivent toujours en Algérie, et qui vivent bien en Algérie après la décolonisation. Donc ça, c'est possible. Quels sont pour toi, pour redonner un peu espoir, voilà, pour toi la sortie de ce conflit, une fois que l'épisode extrêmement dur de la répression israélienne sera passé, et en espérant qu'elle n'aboutisse pas à la disparition réellement et à la déplacement total des personnes à Gaza? Alors, je vais juste dire un petit mot sur l'antisémitisme, après je réponds à ta question sur le vivre ensemble et la solution. L'antisémitisme, c'est l'extrême droite, c'est pas les Arabes, c'est pas les Palestiniens. Et aujourd'hui, par exemple, dire que l'antisionisme mène à l'antisémitisme, ça veut dire que tous les Palestiniens sont antisémites. Donc on comprend bien qu'il y a quelque chose de totalement absurde derrière tout ça. Mais évidemment, il faut être vigilant, et ça fait bien longtemps que les quelques antisémites infiltrés dans le mouvement pour la Palestine ont été virés. Et j'ai joué un rôle dans le fait qu'ils aient été virés. J'en viens maintenant à ce que tu nous as demandé, quelle solution? Les Palestiniens, ils nous disent souvent, commencez pas par là. Si on regarde par exemple l'appel boycott des investissements sanctions dont tu as parlé, ils ne demandent pas un État, 2 États ou 36 États. Ils demandent que le droit international soit appliqué aux Palestiniens, c'est-à-dire la revendication, c'est la liberté. Liberté, ça veut dire fin d'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, fin du blocus de Gaza, libération des prisonniers. Ils demandent l'égalité des droits entre tous les habitants de la région, puisqu'il y a 50% de juifs israéliens et 50% de palestiniens entre mer et Jourdain, et ils demandent la justice, puisque le crime fondateur a été l'expulsion de tous les Palestiniens, prémédité, j'ai dit expulsion préméditée, il y a 75 ans, le droit au retour des réfugiés. Je pense qu'il faut partir de là. Et je pense qu'une fois que les questions du droit international seront réglées, après, dans la négociation, on verra la forme étatique que ça prend. Tu as cité, c'était très juste, l'Afrique du Sud. Mandela avait été approché dans sa prison 3 ans avant sa libération par les hommes de De Clercq qui lui avaient dit en gros, on va vous libérer, on va donner l'indépendance à 3 Bantoustans, comme vous êtes Xhosa, vous serez président du Transkaï, vous allez à l'ONU et on signe la paix. Mandela avait refusé, il a donc passé 3 ans de prison en plus, il avait dit tout est négociable, et tu as dit justement que dans le tout est négociable, le maintien du capitalisme en Afrique du Sud, c'est un certain problème, c'est sûr, mais il a dit sauf 3 choses. Et ces 3 choses, c'était l'Afrique du Sud est une et indivisible, une personne égale une voix, et vous reconnaissez que l'apartheid est un crime.
je crois que ces 3 revendications de Mandela doivent être quelque part transposées dans la question palestinienne. Parce que le sionisme était au départ une théorie de la séparation, et parce qu'il a abouti au fascisme actuel, le maintien d'un État juif, c'est pour moi une hérésie. J'en parle en tant que juif. Ça n'a pas de sens, un État qui ne soit pas l'État de tous ses citoyens, et ça mène à la barbarie. Il y avait une seule Yougoslavie avec plein de minorités. Ils ont voulu pour plein avoir des États ethniquement purs. Il y a maintenant 7 Yougoslavies avec toujours plein de minorités et 200 000 morts de plus. C'est jamais une solution, la séparation. Donc, je ne sais pas quelle est la forme que ça prendra, mais pour moi, 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. Le maintien d'un État juif, ça aboutira à des catastrophes. En plus, c'est totalement contraire à 2000 ans d'histoire juive. 2000 ans d'histoire juive, c'est les Juifs au milieu du monde. Les Juifs qui se sont rendus célèbres dans l'histoire, ça peut être Maïmonide, ça peut être Spinoza, ça peut être plus près de nous Freud, Einstein, Kafka, tout ce qu'on veut, Pierre Vidal-Naquet, Stéphane Hessel. C'est des internationalistes qui vivent au milieu du monde, ce ne sont pas des ethnicistes. La notion de patrie du peuple juif, ça n'a aucun sens. Déjà, je veux dire, c'est une invention idéologique et c'est une invention meurtrière. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on aboutira à un État? Actuellement, un État, c'est pas possible. 2 États, c'est ni possible ni souhaitable. Et ce qu'essaient de faire les sionistes, c'est-à-dire une nouvelle Nakba et un pays ethniquement pur, c'est un crime contre l'humanité. Donc, la priorité, c'est de respecter le droit. C'est respecter le droit international. Rappelons quand même que... Et c'est aider les Palestiniens à faire société et à résister. Rappelons quand même, et je finirai juste là-dessus pour conclure notre entretien, et je te remercie vraiment d'y avoir contribué. Je rappellerai que Israël a finalement n'a pas donné suite à plus de 50 résolutions de l'ONU. Plus que ça, oui. Voilà, et donc ça, c'est un vrai problème. Et là, aujourd'hui, je pense que l'urgence, c'est le cessez-le-feu, c'est-à-dire que Israël arrête de bombarder. Absolument. Et ensuite, pour qu'il y ait une résolution à cette guerre, en fait, il faut une solution politique. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Et la solution politique, elle commence, et c'est ce sur quoi tu avais le respect du droit. Le respect du droit, la décolonisation, et donc la fin de la colonisation, et la fin aussi de la situation d'apartheid, donc le respect du droit. Là, on est totalement d'accord. Donc, je te remercie en tout cas pour ce premier épisode au fil de la discussion. Et ben, on refera ça prochainement, et je vous remercie. À plus. À plus.